très content d'être ici. Je pense que d'être invité par 100 degrés, de voir l'évolution en tant que membre du conseil d'administration de Québec en forme pendant plusieurs années, là, de voir l'évolution de réseautage, d'éveil, de synergie que 100 degrés apporte à tous les milieux, dans chaque communauté, c'est essentiel parce que sinon, on continuerait au Québec, encore une fois, malheureusement, de travailler en silo et de ne pas éveiller et de mettre en lumière des projets et des potentielles collaborations de gens qui devraient travailler ou qui devraient oser travailler, collaborer ensemble. Parce qu'on est plus fort quand on travaille ensemble. Je peux vous le dire parce que je le vis au quotidien aussi. On ne pourrait pas avoir le succès qu'on a si on ne travaillait pas avec les écoles, on ne travaillerait pas avec les milieux, avec la tablée. Donc, merci à 100 degrés de l'invitation de venir vous partager un peu mon histoire, mon cheminement, puis à travers ça aussi, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant et le potentiel est très grand de choses à faire. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, mon parcours est assez intéressant. Puis je m'en venais ici, puis hier, je me questionnais sur qu'est-ce que j'allais vous raconter, puis comment j'allais l'aborder. Puis quand je regarde tout ce qui m'entoure et ce qui entoure ma petite de 8 ans qui grandit comme moi, moi, je suis né gourmand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, naître gourmand? Ça veut dire avoir un léger surplus de poids. D'abord, il faut se tenir en forme pour compenser. Moi, je fais de l'activité physique pour manger. Donc ça, je le dis toujours en partant aux nutritionnistes que je rencontre ou que j'ai la chance de rencontrer. Moi, je vais m'investir dans l'activité physique, mais c'est pour pouvoir continuer de manger des belles choses. Quand on côtoie les chefs très jeunes, dans mon cas, mon père était avocat de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Donc, mon père, c'était le conseiller légal des chefs au Québec pendant 25 ans. Donc, en grandissant à 8-9 ans, mon père avait un club gastronomique. On a goûté à tout ce qui est... Quand on regarde, là, on retourne en arrière. J'ai été sur un panel avec l'UPA sur qu'est-ce qu'on va manger dans 30 ans. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été à cette conférence-là ou qui étaient là, mais on nous a demandé de se projeter dans 30 ans. C'est le fun parce que, dans le fond, quand on regarde il y a 30 ans, qu'est-ce que moi je mangeais, c'est l'âge de ma plus vieille. Donc, Daphné, dans 30 ans, elle va se retrouver dans ma situation. Donc, de penser à ce que nous, on commençait à manger le boursin, on l'a encore sur nos... les fromages. Imaginez juste de penser au fromage d'il y a 30 ans. Imaginez-vous, puis faites-vous le plus beau plateau de fromage que vous pouvez imaginer et rêver il y a 30 ans. Qu'est-ce que vous allez avoir? De la vache qui rit, que vous allez défaire, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, il y avait des... Donc, tu sais, après, imaginez-vous la plus belle baguette de pain il y a 30 ans, là, pour accompagner ces superbes fromages. Imaginez ça. C'est la maison Cousin qui nous donnait notre bonne baguette dans ce temps-là, tu sais. Fait que, imaginez-vous l'évolution qu'on a eue pour le plaisir de nos papilles, de nous ramener aujourd'hui puis de voir comment nos artisans boulangers ont développé le pain avec le talent des Européens qui nous ont montré comment faire du pain, mais où on apprend vite au Québec et même on commence à dépasser certains Européens dans le fromage et dans le pain aussi, et certainement dans la bière. Donc, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres. Au contraire, je dis toujours à mes filles, si vous arrivez devant une situation où vous ne savez pas, demandez, parce qu'une fois que la personne qui le sait va vous le dire, vous allez être au même niveau qu'elle. Vous allez le savoir vous aussi. Donc, c'est pas un problème de ne pas savoir. Le problème, c'est de ne pas vouloir apprendre. Ça, c'est un problème. Être barré à vouloir innover ou à vouloir essayer de comprendre quelque chose, ça, pour moi, c'est un problème. Il faut être ouvert, il ne faut pas être gêné, il faut briser la barrière. Donc, moi, très jeune, je voulais tout savoir, tout goûter, tout découvrir. La première chose que mon père m'a fait découvrir très, très vite, c'était d'aller ramasser les mauvaises herbes dans le jardin.
Je coupais le gazon. Il m'avait montré comment pousser une tondeuse, vider le sac, aller dans le bac de compost pour vider le sac de la tondeuse et ramasser les mauvaises herbes dans le jardin. C'est sûr que dans ce temps-là, on voulait que ça se fasse vite. Donc, j'étais pas très grand, mais je me mettais entre les rangs, puis là, je ramassais tout, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai tiré sur des choses que j'ai bien vu qu'il y avait des carottes qui n'étaient pas encore prêtes, qui étaient tout petites, des radis, là, je faisais « Oups, je vais vraiment me faire chicaner ». Donc, je les replantais et j'en ai goûté quelques-uns. Mais quand tu es un enfant de 8-9 ans, qui est l'âge de ma petite Delphine, tu découvres les aliments. Tu découvres les choses, comment elles poussent pour la première fois. Tu sais, et ayant un grand jardin, on est arrivé, moi je suis né à Montréal, dans le quartier à Huntsic. Et à 1 an, j'ai déménagé à Laval. Et à Laval, c'était des terres agricoles. On était dans un quartier à Sainte-Rose où on était, je pense, la 5e maison. Et le reste en arrière, c'était des champs. C'était des terres agricoles qui venaient d'être dézonées pour faire du résidentiel. Mais avant qu'ils construisent, on a eu des champs encore en arrière pendant un bon bout de temps. Donc, on allait jouer, on allait se promener là-dedans. Et on avait un grand jardin. Quand je vous dis un grand jardin, là, le jardin de mon père à la maison, on faisait toute la section des chaises au complet. Un jardin aujourd'hui, dans un milieu de banlieue, là, vous allez peut-être faire 4 chaises, 6 chaises peut-être, là, puis ça va être un grand jardin là, aujourd'hui. Là, parce on a moins de temps, mais malheureusement, on devrait investir un peu plus de temps. Donc, en grandissant, en découvrant les aliments, ma mère était une excellente cuisinière. Et moi, quand j'allais à l'école, la première chose que j'avais envie de faire quand je revenais de l'école, c'était pas d'aller jouer nécessairement avec mes amis, c'était de savoir qu'est-ce que ma mère avait cuisiné. Et donc, je revenais de l'école, je me lançais dans la cuisine. Déjà, quand je rentrais dans la maison, je sentais, puis là, j'essayais de deviner qu'est-ce qu'elle avait fait. Puis là, je me lançais dans la cuisine, puis là, j'allais ouvrir un chaudron, j'allais regarder ce qui mijotait, j'allais me mettre les doigts dans les plats pour me faire chicaner, mais aussi pour m'investir un peu. Assez qu'à 10 ans, je demandais à ma mère de faire un des services. Fait que je faisais soit une salade, commencer une petite salade, c'est assez facile quand on est jeune, on peut commencer les enfants avec ça, ou une soupe. Donc, ça aussi, c'était des choses. Et assez qu'à 10 ans, j'allais sur la dactylo. Ça vous donne une idée. Vous vous souvenez du dactylo, oui? J'allais imprimer, j'allais créer le menu, puis je recevais mes parents à souper. Puis je faisais le repas à la maison, je faisais comme un restaurant à la maison. Donc, l'alimentation, tu sais, après ça, mon père, je lui demandais d'aller dans les soupers gastronomiques pour manger. J'avais pas le droit de prendre l'alcool, bien évidemment, parce que j'étais pas majeur. Mais manger, ça, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas d'âge, j'ai pas 18 ans, fait que je pouvais manger au moins. Et je découvrais la gastronomie. Puis j'ai découvert la gastronomie assez jeune. À 12 ans, j'ai mangé du foie gras pour la première fois. Puis j'ai bu une petite gorgée de Château d'Yquem. Donc, quand ça commence avec ça, je peux vous dire, ça commence mal. Tu sais, on retourne pas trop en arrière. Je dis toujours, quand vous goûtez à une tomate, une vraie bonne tomate, vous la sentez, elle sent bonne, vous la mangez, elle goûte, elle est sucrée, elle est bonne. Essayez de manger d'autres choses que ça après, là, c'est assez difficile. Donc, votre référence de goût, le goût, comment vous allez le développer chez vos enfants ou comment on développe le goût, c'est extrêmement important parce que ça devient votre référence après et on cherche à retrouver cette saveur, on cherche à s'inspirer puis à aller chercher, à goûter, à regoûter ce goût qui nous a été un peu comme un élixir qu'on a découvert. Et pour moi, vous le sentez bien évidemment que la nourriture, c'est ma passion, mais pour moi aussi, c'est quelque chose qui me rendait heureux. On parle de plaisir. Pour moi, le mot est juste parce que pour moi, comme ma petite Delphine me le dit, c'est ça qui la rend heureuse dans sa journée. Puis c'est drôle parce que quand je pense à la nourriture, puis je pense à l'alimentation, puis je pense à la bouffe, je pense à cuisiner, j'ai du fun, j'ai du plaisir, je me retrouve dans une cuisine. Puis pour moi, la cuisine, c'est vraiment le cœur d'une maison. Puis souvent, on n'y passe pas assez de temps.
La roue tourne très, très, très vite. On n'a pas beaucoup de temps quand on revient. Quand on revient, on travaille tous, donc on revient, puis j'ai fait le souper hier soir pour les enfants parce que je savais que j'étais ici. Je leur ai fait j'ai fait le souper jusqu'à... je travaillais tard hier soir, là, pas besoin de vous dire l'heure, là, mais le souper était prêt, fait que ce soir, ils vont bien manger. Et le temps qu'on passe qu'on ne passe pas en fait à cuisiner, pour moi, souvent, on va se donner un obstacle, on va se dire, on n'a pas le temps d'intégrer l'enfant dans la cuisine parce que on a 15 minutes, puis après ça, c'est les bains, puis après ça, c'est les devoirs, puis donc, il nous reste le week-end. Mais là, le week-end, on commande, ou un vendredi, c'est correct de commander de la pizza, là. Nous aussi, on le fait à la maison. Mais le week-end, c'est une belle journée. Le dimanche, c'est la plus belle journée probablement pour cuisiner. Vous allez au marché, puis là, vous ramassez un paquet d'affaires, puis là, vous faites des repas pour la semaine, vous faites des préparations de base, vous blanchissez vos légumes d'avance, faites-vous de la mise en place, comme un chef ferait dans son restaurant. Après, dans la semaine, c'est beaucoup plus facile de l'intégrer parce que vous avez vos asperges qui sont croquantes, cuisez-les pas trop, parce que des asperges qui sont trop cuites, la référence de goût, elle n'est pas la même que... Je vous parlais tantôt des tomates qui sont sucrées. Si on cuit trop les légumes, on perd un peu en qualité gustative et on perd aussi en nutriments. Un brocoli, pour moi, la meilleure façon, c'est... Souvent, des enfants ont mangé du brocoli ou ont goûté à quelque chose qui est... le brocoli, c'est un bon exemple, là. Souvent, des enfants qui avaient mangé du brocoli puis qui n'aimaient pas le brocoli. Moi, j'ai fait le test avec plusieurs enfants qui ont ont blanchi le brocoli. Souvent, dans le brocoli trop cuit, qui est vraiment tourné, là, qui est plus vert pétant, là, souvent, ça, il se défait complètement. Là, c'est comme presque une purée. Fait que ça, on veut éviter ça. Le brocoli en crudité, trop souvent, dans les plateaux de crudité, vous n'allez pas vouloir les manger parce qu'il y a une petite amertume. Mais juste entre les deux, c'est le paradis. Fait qu'il faut juste le blanchir, le brocoli. Puis souvent, il y a des traiteurs, par exemple, dans les plateaux de crudité, ils vont juste blanchir les brocolis. Je dis, eux autres, ils ont compris. Parce que là, les brocolis vont se manger. Souvent, on essaye de faire manger aux enfants des choses, puis on se bloque, on se dit, mais ils n'aiment pas ça, mais ils n'aiment pas ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas qu'ils n'aiment pas ça. Souvent, imaginez un enfant en centre jeunesse. Nous, on travaille avec les jeunes dans les centres jeunesse, 16 à 19 ans, sous PQJ. Et ces jeunes-là, leur référence d'un steak ou d'une cuisson de steak, dans un chaudron acheté au magasin du dollar qui est calciné ou qui est brûlé et peu de techniques culinaires à la maison ou peu d'intérêt à cuisiner ou carrément pas, l'expérience d'un steak ou d'une cuisson de viande ou d'une... c'est sa référence. Donc, si moi, je lui fais une cuisson d'un steak bleu puis je lui fais goûter, il ne peut pas dire qu'il n'aime pas ça. Et je lui refais goûter des choses. Donc, il faut retravailler des fois les références et donc ramener des choses et continuer d'essayer. La règle, nous, à la maison, j'ai 3 filles. Et là, ma blonde est enceinte de jumelles. Donc, on va avoir 5 filles à la maison à l'automne. Oui, c'est ça. Merci. Du support moral. Mais pour moi, à la maison, les enfants, je ne veux pas les forcer. Moi, on ne m'a pas forcé. Dire, si tu ne manges pas toute ton assiette, tu n'auras pas de dessert. J'aimais ça manger du dessert, je mangeais toute mon assiette, puis je mangeais toute mon assiette de dessert. Mais quand même, il ne faut pas forcer les enfants. Je pense que qu'est-ce qu'il faut, c'est donner une référence de dire, si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ça. Si tu n'as jamais goûté à quelque chose, c'est impossible que tu n'aimes pas ça. Si tu y goûtes une fois, puis tu me dis que tu n'aimes pas ça, après avoir goûté, je t'achale plus. Puis après, je vais te le ramener, par exemple, une fois de temps en temps. Et là, vous allez ailleurs, parce que l'enfant, il se dit, « Ah, j'ai juste à y goûter une fois. » Puis là, il le met dans sa bouche, puis il goûte. À peu près 95% du temps. Ça marche assez bien, ce truc-là. Et pour les enfants, pour mes enfants, après, c'est sûr qu'il ne faut pas l'imposer, mais pour moi, c'est ma façon aussi de leur faire découvrir. L'autre façon de faire découvrir, c'est que je parlais du jardin de mon père.
Et comment moi j'ai découvert les aliments, puis après comment j'ai appris à cultiver aussi avec lui. On allait chez un fermier aussi à Laval, monsieur Desmet, qui faisait pousser les fleurs et tout ça, puis qui avait son grand jardin. Puis j'aimais toujours ça, aller là, parce que c'était un monsieur avec des mains d'agriculteur, là. Des mains d'agriculteur, vous le savez, ça veut tout dire. C'est chaleureux, c'est bien en chair, puis c'est travaillant. On sait que ces gens-là sont travaillants. Et travailler la terre, il y a un respect. Moi, je peux perdre mon temps dans un jardin. Je vous le jure, ma blonde, des fois, elle n'aime pas toujours ça, mais je peux arriver dans un jardin à 10 heures le matin, puis je ne regarderai pas l'heure, puis il va être 3 heures de l'après-midi, puis je vais être encore dans le jardin, puis là, elle va sortir, puis elle va me dire « Hey, on est en milieu de l'après-midi, là, tu sais. » Mais moi, je vais avoir les mains dans la terre, puis je vais avoir organisé mon jardin, puis je vais avoir travaillé sur mes... Pour moi, là, c'est totale relaxation, puis le contact avec la terre, puis il y a un respect de voir les aliments pousser, puis de comprendre les effets de l'environnement aussi sur, puis quoi ne pas mettre à côté d'autres choses pour voir des choses qui poussent pas ou poussent moins ou des trucs qui viennent faire de l'ombrage. C'est vraiment, il y a vraiment et d'amener l'enfant dans le jardin pour voir ça, c'est fantastique. Ma petite fille de 5 ans, ma petite Naomi, là, quand elle vient dans le jardin, là, elle veut aider. Elle veut aider dans la cuisine, puis ça commençait à 2 ans. Elle prenait son petit stool, là, elle l'amenait dans la cuisine, puis si je ne trouvais pas quelque chose à faire, elle m'engueulait, là, carrément. Il fallait vraiment que je trouve quelque chose. Fait que j'ai commencé avec des champignons, j'ai commencé avec du concombre, du melon, des fraises, tout ce qui est fruits mous et qui peut se couper avec un couteau à pain. Puis vous commencez avec un couteau à pain. Ma petite fille de 8 ans, elle coupe avec un couteau de chef. Puis elle met sa main comme ça, puis je lui ai appris, tu sais. Tantôt, quand je disais que ça va vite pour tout le monde, c'est vrai que ça va vite, mais il faut arrêter, puis il faut accepter aussi que ça se peut que la cuisine se salisse, ça se peut que la poche de farine tombe à terre, ça se peut que la poche de secousse. Puis oui, il va y avoir des messes dans la cuisine, c'est officiel. Mais si vous ne donnez pas la chance à votre enfant de vivre ça, jamais ça va se passer. Puis il faut en rire. Des fois, on trouve ça moins drôle, c'est sûr. Puis moi aussi, des fois, je trouve ça moins drôle. Mais il faut laisser cette place-là. Puis il faut y aller graduellement. Fait que c'est sûr qu'on ne donne pas un couteau de chef à un enfant de 2 ans, mais on peut lui donner un couteau à pain, puis on peut y faire collaborer et y faire aimer. On revient sur le plaisir. Aimer la bouffe, aimer l'alimentation. Si tu aimes l'aliment, ben, tu vas y faire attention. Tu vas comprendre l'aliment dans toute sa nature, c'est-à-dire dans son environnement dans lequel il pousse. J'ai fait pousser du brocoli, OK? J'ai réussi à faire pousser du brocoli. Ça faisait 2 ans que j'essayais. Je n'étais pas capable. Mais là, j'ai fait pousser du brocoli à la maison. Les chenilles sont fatigantes, par exemple. Mais j'ai respecté tout le processus, puis j'ai été parler avec des agriculteurs pour comprendre la gestion des chenilles. Et une fois qu'on a passé cette période-là, et là, la tête de brocoli, elle sort, je peux vous dire, j'étais très fier. C'était comme un trophée, là, ma tête de brocoli. Je la voyais à travers ma fenêtre, puis j'étais content, j'étais fier. Puis les enfants, ils venaient à la fenêtre, puis ils regardaient la tête de brocoli. C'est rien, c'est un brocoli dans un jardin, en banlieue, tu sais. Mais en banlieue, justement, c'est là qu'il faut remettre des jardins. C'est là qu'on parle de proximité, là. La plus belle proximité, c'est chez vous. Si vous êtes capable de faire pousser même juste des herbes dans un bac, pour moi, c'est un contact avec votre alimentation, avec quelque chose qui va pousser, puis que peut-être que vous allez réaliser que vous n'êtes pas capable de le faire pousser, puis vous allez respecter le processus, puis vous allez vous y reprendre, puis vous allez comprendre la dynamique autour de faire pousser ces aliments-là, puis ceux qui font vraiment bien pousser les choses, mais vous allez respecter le temps, puis le travail, puis le talent qui est mis derrière ça aussi. Donc, et ça amène au gaspillage alimentaire aussi. Donc, ce que tu cultives, tu ne veux pas le perdre. Moi, mes petites patates là, que j'ai faites pousser dans mon jardin, je vais été chercher jusqu'à la dernière. J'ai creusé, j'ai trouvé si j'en oubliais. Puis, jusqu'aux plus petites, mais c'est tellement agréable de pouvoir fouiller dans la terre. Je me rappelais, moi, je ne savais pas que les patates poussaient dans la terre. Mon père, il ne me l'avait jamais dit. Puis, je fouillais dans le jardin, je tirais justement. Puis là, en creusant, j'ai trouvé une patate. Mais après, tu la fais germer, puis là, tu l'enterres.
Puis là, tu fais à peu près... si tu réussis, tu peux faire jusqu'à 6 livres de patates avec une patate. T'sais. Mais ça, si tu ne l'as pas essayé, tu ne le comprends pas. Mais on peut nourrir du monde avec 8, 10, 12 patates, avec une patate. Fait que pour moi, le contact avec la terre est extrêmement important. Quand on travaille la terre nous-mêmes, on a du respect pour les agriculteurs québécois qui font pousser des légumes extraordinaires au Québec. Hein? On peut juste les respecter. On a envie d'applaudir tout le travail qui est fait par eux pour développer des produits exceptionnels au Québec qu'on est chanceux d'avoir. Puis après, on se doit comme cuisinier aussi de travailler l'aliment au complet. Le plus possible de ne pas perdre l'aliment. Donc, éviter le gaspillage alimentaire. Pour moi, il n'y a pas de raison de gaspiller. C'est parce qu'on n'a pas de connaissances ou on a peu de connaissances sur comment peut-être faire. Et ça, je pense que c'est la responsabilité des cuisiniers. On a tous une responsabilité sociale, on vit tous en société. Puis qui a le plus de connaissances et de compétences culinaires? Bien, moi, avec la tablée des chefs, je pense que c'est les cuisiniers et les chefs. On les forme dans les écoles de cuisine. Ils ont un paquet de connaissances, ils ont une passion pour la cuisine. Ils peuvent la transmettre à monsieur, madame, tout le monde, à vous, à la maison pour vous donner des trucs et vous outiller sur comment réduire le gaspillage alimentaire et comment utiliser les aliments au complet. Moi, je me donne un défi personnel. Je ne vous dis pas que je gaspille pas. En fait, je gaspille très peu. Je suis quand même pas pire, je trouve. Parce que il faut aussi être l'exemple. Moi, ma phrase, c'est « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Ça, c'est ma phrase qui me dit que depuis mon plus jeune âge. Et on doit... si on parle de ça, aussi le faire à la maison. Donc, par exemple, la semaine dernière, moi, je me donne le défi d'ouvrir mon frigo. Puis souvent, il faut le faire avant d'aller faire l'épicerie. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a, pas aller à l'épicerie sans vous parler ou sans consulter votre frigo puis l'état de votre frigo. Puis vous regardez ce qui se passe puis qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis à partir de là, vous partez puis vous allez acheter ce que vous avez besoin. Et souvent, vous allez trouver des choses qui sont dans un état qui est peut-être pas l'état dans lequel vous auriez rêvé qu'elles soient, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les travailler. Puis souvent, c'est en changeant les textures. Et ça, les chefs sont pros là-dedans, à nous donner des trucs et des astuces pour le faire. Avec la tablée des chefs, on récupère de la nourriture qui est transformée, qui vient des agriculteurs, qui est envoyée dans les cuisines d'hôtels et de restaurants. Puis aujourd'hui, on récupère plus de 300 tonnes de nourriture qui est achetée aux poubelles. Ça, c'est des aliments qui ont été produits puis qui maintenant se retrouvaient à la poubelle. Un chef ne peut pas accepter ça. Moi, j'ai étudié à l'ITHQ en gestion hôtelière, puis j'ai fait un cours de cuisine. Puis on préparait à peu près... on préparait de la bouffe pour à peu près 80. Et on était une vingtaine d'étudiants. Puis on mettait toute la nourriture au centre, puis on en mangeait. Moi, j'avais aucun problème de manger 2-3 assiettes, vous imaginerez. Mais 80 portions quand même, c'est pas mal. Et à la fin, le chef, il disait, OK, on ramasse. Ramasser à la maison, c'est mettre dans des contenants, puis peut-être en remanger pendant la semaine, refaire un lunch et tout ça, faire des lunchs des enfants. Quand on reçoit le dimanche, on fait une dinde ou on fait un mijoté, on va en garder, puis on va s'en resservir. Lui, c'était jeté à la poubelle. Parce qu'il y avait des risques d'intoxication alimentaire, puis on ne sait pas comment l'organisme communautaire va gérer tout ça, puis il n'y a pas la connaissance. Donc, pour moi, ça m'avait... j'étais à l'école, puis ça m'a foudroyé. C'est ça vraiment qui c'est venu semer quelque chose en moi. Puis, je suis arrivé au Château Vaudreuil, dans l'ouest de l'île de Montréal. Puis là, j'ai vu des quantités hallucinantes de nourriture jetée après les banquets, les fêtes. De la nourriture qui n'avait pas été jetée par les clients, qui n'avait pas été mangée par les clients, qui était ramenée en cuisine et qui était jetée aux poubelles. Et je ne pouvais pas m'imaginer qu'un chef qui était passionné, autant que moi je le suis, par la bouffe, par la cuisine, accepte de voir cette nourriture-là jetée aux poubelles. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai fréquenté les chefs toute mon enfance à travers mon père. Une fois que je suis rentré dans une cuisine, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir rentrer dans toutes les cuisines. Donc, aller voir le chef dans la cuisine. Puis j'avais cet accès-là avec mon père parce qu'il connaissait tous les chefs. Et donc, j'ai appris à découvrir ce métier-là qui est fantastique, que je ne ferais pas, bien honnêtement, parce que c'est un métier de fou. Mais il y a des fous pour nous nourrir. Fait que ça, c'est le fun. Mais c'est des gens extrêmement passionnés qui s'oublient à travers ça. Ils ont une passion incroyable.
Et je ne pouvais pas mettre ensemble que ces gens-là, volontairement, acceptent de gaspiller cette nourriture-là. Je me suis dit, ils n'ont juste pas la façon de faire. Et donc, j'ai arrêté le temps. J'ai réfléchi avec un groupe de gens, Moisson Montréal, les banques alimentaires, l'Association québécoise des banques alimentaires à l'époque, et j'ai monté un programme. Je n'ai pas réinventé la récupération alimentaire, parce que la récupération alimentaire, elle se fait. J'ai les réfléchi pour mon industrie, pour plus qu'on ait cet argument-là de dire il y a des risques. Réfléchir à ces risques-là et amener l'inspecteur en aliments, qui est le même inspecteur en aliments qui inspecte les cuisines, à accepter le processus et à dire voici les niveaux de risque, on les élimine, puis ça permet de récupérer cette nourriture-là. Donc, on nourrit actuellement 700 000 personnes au Québec annuellement avec les surplus des chefs. Ça, pour moi aussi, c'est rendre accessibles des aliments qui sont cultivés ici au Québec, qui sont amenés dans les cuisines des chefs, et au lieu de s'en aller dans des sites d'enfouissement qui nourrissent des gens dans le besoin, parce qu'on doit se soucier des gens qui n'ont pas accès à ces aliments-là à cause de l'insécurité alimentaire. Ça, c'est la base pour moi. Après, je pense qu'il faut encourager les agriculteurs et les chefs à travailler ensemble pour continuer d'éveiller le grand public. Parce que souvent, les aliments du Québec, vous allez les découvrir sur la table d'un chef, dans un restaurant pour la première fois. Vous direz, j'avais jamais goûté à ça. Ou j'avais jamais goûté à ça, puis ça n'a jamais été aussi bon. Parce que le chef, comment il l'a fait, il y a le talent derrière. Et donc, ça va vous forcer peut-être à dire, « Hey, sais-tu quoi? Peut-être que je suis capable de faire ça. As-tu la recette? On va aller chercher la recette. » Aujourd'hui, on a accès à des recettes, on a accès à de l'information. Donc, il n'y a pas vraiment de raison qu'on ne devrait pas cuisiner davantage. Et ça, c'est le travail de la tablée des chefs. On est dans 125 écoles à travers le Québec pour essayer. On n'a pas perdu espoir des parents ou des grands-parents. En fait, on voudrait revenir à nos grands-parents qui avaient ces connaissances et ces compétences-là. Et ça s'est perdu à travers notre folie de trop travailler puis de ne pas se concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, on essaye de le ramener puis de le reconnecter sur les jeunes dans les écoles secondaires, récupérer les anciens locaux d'économie familiale, ramener des saveurs et des odeurs dans les écoles et parler d'alimentation dans l'école pour redonner ces connaissances et ces compétences-là de base qui doivent être au cœur de notre société et de nos préoccupations. Merci beaucoup.